Donc on va parler effectivement de la dysfonction du système rénine-angiotensine aldostérone en réanimation. Et on va voir un peu comme avec les corticoïdes qu'on est un peu pour le moment au sommet de l'iceberg et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en dessous et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait comme souvent. Mais lien d'intérêt, j'en ai pas avec le sujet que je vais présenter. Donc pour vous montrer que c'est un peu complexe, voilà on va dire une simplification du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici comme protéine active, c'est l'angiotensine 2 qui va avoir des effets vasoconstricteurs, notamment via la stimulation du récepteur AT1. Et donc on sait que la stimulation de ce système de manière chronique, de manière pas très adaptée, eh ben, c'est impliqué dans beaucoup de pathologies, les pathologies cardiovasculaires notamment et la maladie rénale. Mais c'est un système qui est censé nous aider en situation aiguë quand il y a une déférence hémodynamique pour tenter de lutter contre ces déférences hémodynamiques. Il fait partie des 3 grands systèmes de contrôle de la pression artérielle, avec le système sympathique et puis le système arginine-vasopressine. Et donc, en chronique, on a dit que c'est pathologique, et en aigu, par contre, peut-être qu'une diminution de cette activité peut être pathologique, et donc peut-être supplémenter les patients ou certains patients avec de l'angiotensine 2 pourrait être bénéfique, et c'est ce qu'on va essayer de voir. On va se focaliser plutôt sur le choc septique, parce que c'est quand même dans cette entité-là que ça a été le plus étudié, et on va voir qu'il y a plusieurs raisons. En tout cas à plusieurs étages de ce système rénine-angiotensine-aldostérone, il peut y avoir un défaut d'activité de l'angiotensine 2. D'abord, il peut y avoir un défaut de synthèse de l'angiotensine 2 parce qu'au cours du choc septique, il y a un défaut ou une diminution de l'activité de l'enzyme de conversion, qui est la protéine qui va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et donc, de ce fait, on a une diminution de l'angiotensine 2 disponible. Ça, c'est la première façon de faire baisser l'activité de l'angiotensine 2, c'est d'y en avoir moins. Également, cette angiotensine 2 va pouvoir être dégradée par des peptidases, et notamment la DPP3, dipeptidase 3. Et au cours des états de choc, on va voir pas que dans le choc septique, mais également dans le choc septique, il y a une augmentation importante de cette dipeptidase 3, et donc qui va contribuer à la dégradation de l'angiotensine 2, et donc à sa disponibilité pour agir sur ce récepteur AT1. Et la troisième possibilité pour faire que ce système est peut-être moins efficace au cours du choc septique, c'est qu'il y a un défaut de disponibilité du récepteur AT1 avec un récepteur qui va être internalisé au cours du choc septique. Et donc on va voir si est-ce que moduler ce système-là au cours du choc septique permet d'améliorer le pronostic des patients. Ce que des études d'abord ont montré, c'est regarder un peu les biomarqueurs, c'est que le taux de rénine au cours du choc septique est associé, donc ça c'est à l'admission, est associé à la mortalité. C'était ici, je crois, la mortalité à J30. C'était une analyse post-hoc. Et donc, plus on a un taux de rénine élevé à l'admission quand on est en choc septique, et plus on a un risque de mortalité élevé. Donc, peut-être qu'apporter de l'angiotensine 2 pourrait permettre d'améliorer les patients. Il y a eu une étude, on va dire, un peu pilote, ATHOS 1 en 2014, où les auteurs ont pris 20 patients en choc septique, sous noradrénaline, et puis il y en a la moitié qui ont reçu en plus de l'angiotensine 2 et d'autres un placebo. Donc ce qu'ils ont observé, c'était vraiment une étude pilote, voir déjà est-ce qu'il y avait des effets hémodynamiques. Avant, ils avaient fait chez le mouton, ça marchait, ils font chez l'homme. Et bien chez l'homme, effectivement, quand on apporte de l'angiotensine 2, c'est la courbe rouge, on voit que ça c'est les doses de catécholamine, on voit que la dose de catécholamine, quand on apporte de l'angiotensine 2, diminue, et puis quand on arrête la perfusion d'angiotensine 2, la dose remonte, alors que dans le bras placebo, la dose de norépinéphrine reste stable. Donc quand on apporte de l'angiotensine 2, on augmente la pression artérielle, et donc on peut diminuer éventuellement la dose de noradrénaline. Mais est-ce que ça améliore les patients? C'est ce qu'ils ont essayé ensuite de montrer dans cette étude dans le New England en 2017, ATHOS 3, où là c'était, alors j'ai mis choc septique, mais c'est principalement des patients en choc septique, 80% de patients en choc septique, 20% d'autres états de choc. Alors là, le critère de jugement principal, c'était assez simple, c'était de voir l'effet sur la pression artérielle après 3 heures d'administration du médicament versus placebo. Et donc, ils regardaient la proportion de patients qui n'avaient pas besoin d'augmenter leur noradrénaline quand on leur administrait le médicament ou le placebo. Et donc, effectivement, il avait déjà vu dans l'étude pilote, quand on
administre de l'angiotensine 2 à des patients en état de choc sous noradrénaline, eh ben, il y a moins de patients chez qui on est obligé d'augmenter la noradrénaline dans les 3 heures qui suivent le début de l'administration. Donc ça, c'était le critère de jugement principal. Pas très compliqué de montrer là une efficacité. Donc l'étude est considérée comme positive sur ce critère de jugement parce qu'il y a moins de patients chez qui on est obligé de monter la noradrénaline quand on apporte de l'angiotensine 2. Ils ont ensuite regardé évidemment dans les endpoints secondaires, ce qui nous intéresse un peu en réanimation, les déférences d'organes et puis on va dire le Graal, la mortalité, AJ7, AJ28, qui était ici NS, peut-être parce qu'il y avait un manque de puissance, puisque de toute façon l'étude n'était pas designée pour montrer une différence de mortalité, mais on a l'impression qu'il y a une petite tendance en faveur de l'angiotensine 2 pour la mortalité AJ7 et AJ28. Et donc pour essayer de décortiquer un peu ça et de savoir peut-être quels patients sont susceptibles de bénéficier du traitement. Il y a eu beaucoup d'études ancillaires d'Athos 3. Une des premières études, c'était de voir est-ce qu'on peut s'aider de biomarqueurs, un peu comme tout à l'heure on en parlait avec les corticoïdes, pour essayer de cibler une population plus susceptible de bénéficier du traitement. Donc déjà, ce qu'ils ont regardé, c'est le ratio angiotensine 1 angiotensine 2. Et on voit que ce ratio-là, donc on a dit que l'angiotensine 2, potentiellement, il y en a moins de disponible parce que l'enzyme de conversion est moins active ou moins présente. Et donc, dans ces cas-là, le ratio angiotensine 1, angiotensine 2 a tendance à augmenter puisque l'angiotensine 1 s'accumule, puisqu'elle n'est pas transformée en angiotensine 2. Et donc, ce qui montre dans cette étude ancillaire, c'est que les patients qui, à l'admission, ont un ratio angiotensine 1, angiotensine 2 élevé, donc là, ils ont pris la médiane, plus élevée, au-dessus de la médiane, avaient une mortalité plus accrue que les patients qui avaient ce rapport plus bas. Donc effectivement, peut-être qu'on peut déjà identifier une sous-population peut-être plus susceptible d'en bénéficier. Ils ont regardé ensuite le taux de rénine et l'effet du traitement chez les patients qui avaient soit un taux à l'admission de rénine sous la médiane, soit au-dessus de la médiane. Et donc on a l'impression que le traitement, quand on le donne à des patients qui ont des taux de rénine basses, c'est-à-dire en dessous de la médiane, il n'y a pas d'effet du traitement, alors que lorsqu'on l'administre à des patients qui ont un taux de rénine au-dessus de la médiane, et bien là on observe une différence de mortalité en faveur de l'angiotensine 2. Donc là déjà peut-être on se dit très bien, peut-être qu'on a envie plutôt de donner ce médicament à des patients qui ont des taux de rénine élevés, que ça pourrait être un biomarqueur d'intérêt pour faire une thérapeutique un peu plus ciblée. Mais une fois de plus, il faut rester prudent, c'est une étude post-hoc, et donc il faudra compléter ces données par d'autres études. Et puis ils ont décortiqué vraiment tous les résultats de cette étude pour essayer de voir, pareil, s'il n'y a pas d'autres populations plus susceptibles d'en bénéficier. Ils ont regardé, ils ont séparé les patients entre ceux qui recevaient des faibles doses de noradré à l'inclusion dans l'étude. Alors ici, ils ont pris un cutoff à 0,25 gamma km/minute, versus les patients qui, au début du traitement à l'étude, avaient des doses plus élevées, donc supérieures à 0,25. Et ce qu'ils observent ici, c'est qu'on a l'impression, pareil, qu'il y aurait peut-être un bénéfice chez les patients qui ont des plus faibles doses au moment de débuter le traitement. Donc c'est pareil, c'est uniquement là une étude post-hoc, on ne peut pas aller tellement plus loin. Alors qu'est-ce que ça suggère? C'est est-ce que l'angiotensine 2 serait plutôt bénéfique chez les patients les moins graves, puisqu'ils ont des plus faibles doses? Est-ce que c'est plus bénéfique chez les patients à qui c'est administré plus tôt, parce que peut-être qu'ils ont des doses plus faibles, parce qu'on les a pris, on les a pris plus tôt dans leur histoire naturelle? Pour le moment, la réponse est pas, enfin on n'a pas la réponse, mais en tout cas, là aussi, ça suggère qu'on peut peut-être aller essayer d'identifier des populations plus susceptibles de bénéficier du traitement. Ils ont continué leurs études ancillaires sur cette étude Athos, et là ils se sont intéressés aux patients qui étaient dialysés de manière aiguë à l'inclusion dans l'étude. Ils ont regardé l'effet sur le rein, donc les jours de survie sevrés de la dialyse, et puis notamment aussi sur les autres déférences d'organes. Et là également, on a l'impression que sur le rein, il y aurait peut-être un bénéfice, puisque dans cette population-là, les patients traités par angiotensine 2 avaient plus de jours vivants sevrés de l'épuration extra-rénale. Alors ils ont utilisé plusieurs modèles mathématiques. Et donc peut-être là aussi un bénéfice à attendre chez les patients avec une insuffisance rénale sévère dialysée, insuffisance rénale aiguë sévère dialysée. Donc ça c'est un peu le résumé des conclusions de Athos, c'est qu'on a l'impression que
les patients qui ont un taux de rénine élevé avec un rapport angiotensine 1, angiotensine 2 très élevé, peut-être sont plus susceptibles de bénéficier du traitement et qu'il faudrait aller dans cette voie-là dans les études qui viendraient. Mais je vous ai parlé tout au début d'une autre voie. Juste avant d'y passer, un warning sur l'angiotensine 2, pareil, toujours issu d'Atos, c'est qu'il y a quand même presque 3 fois plus de thrombose plutôt veineuse dans le bras des patients qui reçoivent de l'angiotensine 2. Donc peut-être un effet pro-thrombotique dans l'angiotensine 2 qu'il faudra surveiller dans les études à venir. Avant de passer donc à l'autre étape à laquelle peut-être on pourra avoir une action chez ces patients-là pour jouer sur le système rénine-angiotensine-aldostérone, je vous disais que l'angiotensine 2 était dégradée notamment par la DPP3, et que la DPP3 était augmentée au cours des états de choc. Et donc peut-être qu'on pourra avoir une action sur cette voie-là. Donc déjà, est-ce qu'il y a un lien entre ce biomarqueur DPP3 et le pronostic? Je vais vous montrer que dans plusieurs populations, c'est le cas. Ici, c'est une étude post-hoc d'Adrenos 1, donc des patients sepsis ou choc septique, et on regarde le taux de DPP3 à l'admission et à H24. Et donc vous avez ici les quartiles de taux de DPP3, et donc vous voyez que plus vous avez un taux de DPP3 élevé à l'admission, plus la mortalité est élevée. Et ensuite, quand on regarde l'évolution au cours du temps entre H0 et H24 de ceux qui avaient un taux élevé, qui restent élevé, qui restent bas, etc., et ben on voit que les patients qui avaient un taux qui était élevé, mais qui descend, ont un meilleur pronostic que les patients qui avaient un taux élevé et qui restent élevés. Et puis ceux qui ont le meilleur pronostic, c'est ceux qui ont un taux bas et qui restent bas. Ça a été reproduit, donc ça c'était chez les patients choc septique. Ça a été reproduit dans une population de patients brûlés. On observe exactement la même chose. Un taux élevé à l'admission est associé à une surmortalité. Et quand ça baisse au cours du temps, eh ben, c'est associé à un meilleur pronostic à J90. Et ajusté sur des scores de gravité du brûleur, on retrouvait la même chose, une association à la mortalité, à la défaillance rénale, à la défaillance circulatoire. Dans le choc cardiogénique, on observe exactement la même chose. Ici, c'est des patients donc, en choc cardiogénique. Les taux de DPP3 au-dessus ou en dessous de la médiane, et bien quand on a un taux élevé, c'est également associé à la mortalité. Et c'est également associé au fait de développer un choc cardiogénique dit réfractaire. Et donc, peut-être qu'en modulant DPP3, eh ben, on pourrait moduler ce système rénine-angiotensine-aldostérone et peut-être améliorer l'hémodynamique et peut-être le pronostic des patients. Et donc, pour essayer d'évaluer ça, cette étude chez la souris, à qui on injecte du DPP3 et on observe ce qui se passe sur le plan hémodynamique. Et donc, quand on injecte du DPP3, on observe une diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche de la souris, donc une défaillance cardiaque qui s'installe et puis qui, au cours du temps, régresse très rapidement puisque DPP3 a une demi-vie assez courte. Ensuite, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont fait un modèle on va dire, de choc cardiogénique ou d'insuffisance cardiaque chez la souris avec de l'ISO. Et donc l'AFE, vous voyez qu'elle baisse quand on fait ce modèle de choc ou en tout cas d'insuffisance cardiaque. Ces souris qui avaient reçu l'ISO ont des taux de DPP3 beaucoup plus élevés que les souris qui n'en reçoivent pas. Et quand on donne un anticorps monoclonal bloquant DPP3, donc le procizumab, PCZ, eh bien, immédiatement, on restaure la fonction cardiaque de ces souris. C'est ce qui est montré dans le diagramme en bas à droite. Et donc là, on a potentiellement une cible thérapeutique qui est d'aller bloquer des DPP3 avec un anticorps monoclonal. Donc cet anticorps est en cours de développement actuellement. Et donc c'est, comme souvent, probablement un peu plus compliqué que juste l'enzyme de conversion qui est peut-être basse, mais que potentiellement DPP3 a un rôle à jouer puisqu'elle va, participer à la dégradation de l'angiotensine 2 et donc à moins d'angiotensine 2 disponible. Donc, pour finir, finalement, le système rénine-angiotensine-aldostérone, il est dysrégulé dans les états de choc, particulièrement au cours du choc septique, mais on a vu, pas que avec l'exemple de DPP3 chez le patient brûlé grave, dans le choc cardiogénique également. On observe que les taux de rénine très élevés, que les rapports angiotensine 1, angiotensine 2 élevés et les taux de DPP3 élevés sont associés à un mauvais pronostic au cours du choc septique. L'angiotensine 2, donc, quand on l'apporte chez ces patients-là, peut-être que ça peut être utile, mais on ne sait pas encore chez qui. On a vu que peut-être chez les patients avec une insuffisance rénale sévère, plus que chez les autres, peut-être chez les patients
avec des faibles doses de noradrénaline que chez les autres, peut-être chez les patients avec des hauts taux de rénine à l'admission, mais il faut des études qui utilisent ces biomarqueurs pour cibler ces populations-là pour voir si effectivement ça a un intérêt. Et puis, on a vu que peut-être l'inhibition de TPP3 dans les années qui viennent, là, va avoir également un intérêt pour moduler ce système rénine-angiotensin-aldostérone au cours des états de choc, pas que le choc septique, mais potentiellement également le choc cardiogénique ou chez le brûlé grave. Voilà, j'en ai fini.